Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Héloïse dans le cadre de la consultation populaire lancée par la France Insoumise dont l'objet est d'interroger des gens qui ont soit un parcours d'engagement, soit une situation personnelle qui fait que c'est intéressant de leur parler pour faire évoluer le programme L'Avenir en commun, qui était donc le programme porté par Jean-Luc Mélenchon en 2017, et le faire évoluer pour préparer la campagne présidentielle de 2022. Et on est donc avec Héloïse qui est une insoumise, disons-le dès le départ aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas en 2017, puisque Héloïse, tu étais militante au NPA, et la raison pour laquelle on veut t'interroger aujourd'hui, c'est parce que tu as un engagement syndical, tu es secrétaire départemental de la FSU, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais tu es donc une enseignante engagée, syndiquée, et on se dit que ça peut être intéressant de t'interroger dans le cadre de cette consultation populaire pour faire évoluer le programme sur les questions qui concernent l'enseignement, puisque du coup ça te concerne très directement. Alors déjà peut-être tu peux te présenter toi-même, dire voilà quel est ton parcours, pourquoi tu as choisi de t'engager dans ce syndicat, et voilà te présenter en gros qui es-tu, que fais-tu. Alors, en fait, j'ai commencé le travail syndical et associatif depuis longtemps, parce que dès le lycée, enfin voilà, le syndicalisme, c'est une histoire de famille. Et en fait, j'ai été surveillante avant d'être enseignante, et je me suis syndiquée dès que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, j'étais syndiquée aussi quand j'étais étudiante. Et effectivement, j'ai aussi eu des engagements politiques. Je suis passée par le Parti communiste, la LCR, puis le NPA. Et en fait, pour moi, l'engagement militant, c'est quelque chose qui est un peu atavique, quoi. Enfin, ça fait partie de, oui, de la famille, enfin, depuis toujours. Et en fait, euh, quand je suis arrivée dans l'Inde, moi, je voulais poursuivre en fait mon combat. Alors, je suis arrivée par mutation, hein, voilà, comme tout Tu es prof d'anglais fonctionnaire. du coup. Ouais, je suis prof d'anglais. Et en fait, très vite, je me suis retrouvée, voilà, à avoir des responsabilités syndicales. Et puis donc, oui, depuis assez récemment, je suis co-secrétaire départementale de la FSU. Le travail syndical, en fait, il est de plus en plus compliqué parce qu'on a une perte d'adhésion, en fait, euh, depuis plusieurs années, enfin, et notamment depuis 2003, en ce qui concerne tous les syndicats, mais notamment dans la fonction publique et encore plus chez les enseignants. Voilà. Pourquoi depuis 2003? Pourquoi depuis 2003? Parce qu'en fait, c'était suite à la lutte contre la réforme des retraites qui avait été imposée par Fillon, où on a perdu en fait. Et c'est vrai que les gens se détournent peu à peu du syndicalisme. Alors bon, moi j'ai une analyse assez personnelle dessus, mais c'est vrai qu'on est en train d'essayer de comprendre en fait cette perte d'engouement pour le syndicalisme. Moi, je pense que c'est une erreur parce que le syndicalisme, enfin les syndicats de tout temps ont participé à l'élaboration voilà, d'un projet de société qui allait plutôt dans le bon sens et du côté des travailleurs. Je pense que depuis plusieurs années, en fait, la lutte corporatiste a un peu fait perdre de vue aux gens que le syndicalisme doit être un syndicalisme de lutte, mais qui doit aussi s'emparer des grandes questions politiques, en fait, ce que ne font plus les syndicats, malheureusement, un peu trop campés sur des questions corporatistes. Et donc, on réfléchit à comment essayer de réimpulser les choses pour regagner en adhésion, en fait. Est-ce que tu peux expliquer aux gens rapidement ce que c'est que la FSU et peut-être pourquoi tu as décidé de t'engager dans ce syndicat plutôt que dans un autre ou enfin voilà. Alors, la FSU, Je veux pas c'est te une. faire des ennemis auprès des autres syndicats, mais La FSU, alors déjà pourquoi je suis à la FSU, c'est une question familiale, hein. Moi, mon père a fait partie de ceux qui ont créé la FSU
depuis le congrès de 92 en fait de la FEN, donc qui était la Fédération de l'éducation nationale. Bon, alors, il y a eu des querelles internes et puis la tendance majoritaire de l'époque a été foutue dehors de la FEN, et le SNES, qui était le syndicat majoritaire, donc le syndicat des enseignements du second degré, a décidé de recréer une fédération en fait de l'éducation nationale. Et depuis la loi de décentralisation, eh bien, on a été obligé d'ouvrir en fait aux autres, à toutes les fonctions publiques, en fait, aux 3 fonctions publiques, donc la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Alors hospitalière, on a encore un peu du mal parce que c'est vrai que les grandes confédérations nationales, historiques, CGT, CFDT, Force ouvrière, etc., sont largement majoritaires, et nous on a du mal, enfin on reste majoritaire dans l'éducation nationale et dans pas mal de corporations, voilà, au niveau de la fonction publique d'État, mais c'est très compliqué d'avoir un pied à l'hôpital en fait. Au niveau de la territoriale, ça s'est un peu mieux passé parce qu'en fait ce sont des agents qui ont été décentralisés mais qui au départ dépendaient de l'État, donc on avait déjà main mise dessus. La FSU, donc c'est une fédération de plusieurs syndicats nationaux de fonctionnaires, voilà, des 3 fonctions publiques. Ok, d'accord. Alors, du coup, toi, tu es enseignante en anglais au collège. Mm. Quel est le bilan que tu fais du mandat de Macron dans l'éducation nationale pour ce que tu as pu en voir depuis les 3 ans qu'il est au pouvoir? Bien, le bilan que je peux en faire, en fait, je peux pas le faire que sur Macron, Ok. parce que Macron a continué la casse de l'éducation nationale qui avait été amorcée depuis plusieurs décennies, hein. Il s'y est pas mis tout seul. Et en fait, à ma connaissance, il y a dès les années Mitterrand, euh, un des directeurs de cabinet de l'époque avait déjà pondu un rapport en fait qui allait dans le sens d'une école très managériale, où apparaissait, enfin sur un des rapports qu'il y avait, apparaissait en annexe en fait les réformes en cours en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, et le modèle américain. Et effectivement, j'ai l'impression que depuis que ce rapport a été fait, donc c'était pendant le 2e mandat de Mitterrand, eh bien tout est allé dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur du tout évaluation. Alors c'est très au reflet de la société, mais c'est ce qu'on vend aussi dans les classes et dans le système éducatif, alors que ce soit pour les élèves, mais aussi pour les personnels. C'est de la rentabilité, c'est vraiment une vision très managériale de l'école. Et Macron a bien enfoncé le clou, voilà, en, en mettant en plus au ministère quelqu'un qui est tout à fait dans une logique très... alors nous on parle de la vitrine en fait, c'est toujours des projets avec des mots très pompeux, mais on a l'impression que depuis toujours en fait chaque ministre de l'éducation qui est passé a voulu une réforme qui a porté son nom. Donc ils ont commencé par saboter l'enseignement du supérieur, et puis petit à petit en fait voilà, enfin il y a eu la réforme des lycées, enfin la réforme des lycées professionnels d'abord, la réforme des lycées ensuite, la réforme du collège par ailleurs, puis maintenant la réforme du bac et Parcoursup. Et en fait tout est catastrophique parce que ce qui normalement devait être l'école de la République, c'est-à-dire favoriser l'égalité des chances, et puis permettre aux familles les plus modestes de pouvoir envoyer leurs enfants à avoir des parcours qui les sortaient un peu d'un certain carcan social, est en train d'être complètement mis en péril en fait. Donc Macron, il est complètement sur cette continuité-là, et avec les réductions de postes qui vont avec des externalisations qui se font de plus en plus présentes. Des externalisations, c'est quoi pour les gens qui Alors connaissent pas? l'externalisation, c'est de faire en sorte que certains enseignements qui peuvent paraître
au moins pour ceux qui ne connaissent pas l'éducation nationale et l'importance de l'éducation à certaines matières du type les arts plastiques, l'éducation musicale, la pratique de l'EPS par exemple, soit faite par des entreprises privées. Et même en ce qui concerne par exemple, parce qu'il en est énormément question, hein, du télétravail et du téléenseignement, surtout depuis le confinement, même le CNED est en passe d'être totalement privatisé, et c'est notre grande crainte en fait, parce que qui dit privatisation veut dire aussi que tous les élèves et que tous les enfants de France ne pourront pas avoir accès à certains enseignements parce qu'il va falloir payer, et que l'école de la République c'est pas ça, quoi. C'est quoi le CNED? Le CNED, donc c'est le Centre national d'éducation à distance en fait. Ok, d'accord. Voilà. Alors, je t'ai préparé une série de questions qui sont en rapport avec ton secteur d'activité et d'engagement. Bon, la question d'après, tu y as déjà répondu, c'était savoir si la politique de Macron s'inscrivait dans la suite de la politique de Hollande et Sarkozy, mais tu y as déjà répondu. Du coup, peut-être une question sur ce qu'ont été ces derniers temps les mobilisations des enseignants et des personnels de l'éducation nationale du coup, dans on va dire, ces 10-15 dernières années. Quels ont été les sujets de mobilisation principaux pour le personnel de l'éducation nationale au cours des derniers mandats? Alors il y a les marronniers, hein, donc les différentes réformes des retraites qui mobilisent tous les pans de la population, mais également évidemment dans l'éducation nationale. Après, il y a aussi les réductions de postes, le gel du point d'indice qui touche également tous les fonctionnaires, mais c'est vrai que on Ça veut en dire a que vous avez plus de assez. progression de revenus. C'est ça, en fait, le gel du point d'indice, les charges continuent à augmenter tous les ans, sauf que nous, notre salaire est gelé en réalité, donc ce qui équivaut pour un salaire prof, à une perte de revenus tous les mois de janvier, et ça dure depuis 2010 en fait. Donc en fait, on est un des métiers, les fonctionnaires sont dans des métiers où plus on gagne en ancienneté et moins on gagne en paye. Ok. Ce qui est complètement hallucinant en réalité. Et puis, sur des fermetures de classes aussi. Alors ça reste très ponctuel et très localisé parce que, évidemment, il y a pas d'harmonisation au niveau du territoire, vu que ça dépend des besoins et puis des moyens aussi, des enveloppes que nous alloue et le ministère, puis les rectorats au niveau des départements. Mais les luttes principales, elles se situent là. Après, il y a les grosses réformes, style réforme du collège, réforme du lycée. Et encore, les batailles ont été, une fois de plus, relativement corporatistes en réalité. Et à mon sens, en tout cas, pas assez axées sur une réflexion sur ce qu'on veut que soit l'école de la République en réalité, et les raisons, les missions de ce que doivent être la mission d'enseignant en fait. Et j'ai l'impression, je trouve que les choses vont très vite, sont allées très vite ces dernières années. Mon père est retraité depuis 2007 ou 2008 maintenant, et il me dit mais on fait pas du tout le même métier, et effectivement on ne fait pas le même métier. Et je trouve que même parmi les collègues, il y a plus vraiment de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut de l'école en fait, qu'est-ce qu'on attend de l'école, c'est quoi notre mission d'éducateur de la République, c'est quoi et c'est vrai que on est un peu enfermé, et on prend pas le temps de réfléchir à est-ce qu'on veut former des travailleurs ou est-ce qu'on veut former des futurs citoyens, quoi, dotés d'esprit critique et d'ouverture sur la société, sur ce qui les entoure, de compréhension du monde et d'analyse, quoi. Et toi, tu as l'impression qu'on a basculé de l'un à l'autre, c'est-à-dire, j'ai l'impression, de la manière dont tu me dis les choses. Oui, parce qu'il y a des curseurs de performance sans arrêt, on nous balance sans arrêt des enquêtes, les enquêtes PISA par exemple, qui est une Ouais. aberration totale, où on compare des pays comme la Finlande par exemple avec le système éducatif français. Ça n'a rien à voir, déjà rien qu'au niveau de la société. En France, on a beaucoup d'élèves allophones par exemple, en Finlande ce n'est pas le D'élèves cas. Allophones, c'est-à-dire allophones. des primo-arrivants, des personnes qui arrivent d'autres pays et qui ne parlent pas français.
En Finlande, c'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup d'élèves allophones. Et puis en plus, le système éducatif n'est pas le même, dans le sens où, sur la même tranche d'âge, en fait, il y a déjà un écrémage qui est fait en Finlande. Donc forcément, la Finlande a des curseurs de performance extrêmement élevés par rapport à la France, parce qu'en France, le but du jeu, c'est de maintenir les élèves au moins jusqu'à 16 ans, alors que déjà en Finlande, en Il y a fait, des ils ont sélections déjà, qui sont avant. voilà, ils ont déjà écrémé avant. Euh, alors, pour entrer dans des sujets qui vont concerner le local, euh, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers à l'enseignement public dans l'Indre? Si oui, est-ce que c'est des enjeux qui vont être plutôt situés au niveau des grosses communes comme Châteauroux? En fait, il n'y en a pas vraiment beaucoup des très grosses, Châteauroux, Issoudun éventuellement. Ou est-ce que ça va être des problématiques plutôt liées à l'éducation nationale en milieu rural? Est-ce qu'il y a des questions particulières qui se posent dans le département de l'Indre et si oui, lesquelles? Alors bon, il y a un gros problème au niveau de l'éducation nationale, enfin sur tout le territoire français, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Après, c'est vrai que le problème du département, c'est que on va avoir des tout petits établissements, alors notamment dans le second degré, mais bon, c'est vrai aussi pour le premier degré en réalité, hein, mais dans le second degré, il y a des tout petits établissements où il va y avoir des classes très peu chargées. Sauf que l'éducation nationale réfléchit par moyenne. Et en fait, quand on prend la moyenne départementale, en fait, on a des classes qui sont très peu chargées. Alors, je sais plus quelle était la dernière moyenne, mais genre, on est à 24,5 élèves par classe, ce qui ne veut rien dire, parce qu'on a, j'avais calculé environ 66% de la population collégienne qui se retrouve à des classes à plus de 28 élèves. D'accord. Donc, C'est-à-dire les petits établissements tirent la moyenne vers le bas. c'est ça. Donc il y a des syndicats, comme on appelle des syndicats réformistes, qui proposent de fermer ces petits établissements, sauf que c'est des petits établissements du style Sainte-Sévère, par exemple, qui est complètement sur la zone sud du département, qui est pas du tout desservie par les transports en commun, par exemple, pour qui ça supposerait, pour les élèves, de faire soit 1 heure et demie de trajet le matin et soir, soit d'avoir des internats, ce qui n'existe pas dans les collèges. Donc, une fois de plus, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'est le service public et ce qu'est l'égalité en fait de l'éducation. Et déjà qu'on n'a pas dans les petits établissements, on n'a pas une ouverture culturelle énorme. Alors du fait de la ruralité, forcément, hein, il n'y a pas de musée. Alors à Sainte-Sévère, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a le musée de Jacques Tati, mais voilà, c'est vrai que T'as moins l'ouverture en tout cas, culturelle t'en as est moins. moindre, effectivement. Et puis en plus, je veux dire, au niveau des options, par exemple, forcément les enveloppes étant moindres, voilà, par exemple, on n'a pas le choix d'une deuxième langue vivante. C'est forcément de l'espagnol, parce qu'il ne va pas y avoir de l'allemand ouvert, par exemple. Donc, enfin voilà, le problème, c'est que on essaie de répartir le peu de moyens qu'on nous donne et que du coup pour maintenir ces petits établissements qui sont nécessaires voilà pour scolariser des enfants sans leur faire des conditions de vie juste intenables, on est obligé dans le même temps de blinder les établissements urbains, enfin en milieu urbain, et c'est ce qui se passe effectivement sur Châteauroux. Alors Rosa Parks mise à part parce que c'est un collège classé REP+, donc il y a moins d'élèves par classe, mais en réalité ce qui se passe c'est que les enveloppes sont insuffisantes et du coup on tire sans arrêt la couverture d'un côté et de l'autre, et que quand il n'y a pas assez de moyens on peut pas le répartir, c'est pas vrai. Voilà. Donc oui, les zones rurales, enfin les départements ruraux sont extrêmement compliqués à gérer, mais par manque de moyens en réalité, quoi. Ok. Il y a une question qui se pose dans la phase actuelle, et puis après je viendrai sur des propositions qu'on faisait en 2017 avec l'Avenir en commun pour savoir ce que tu en penses et comment on pourrait faire évoluer ce programme pour qu'il s'améliore. Mais il y a une question qui est très chaude actuellement, qui est l'épidémie de coronavirus. Euh, du coup, cette épidémie, comment elle se gère dans l'éducation nationale, que ce soit en termes de protocole sanitaire? Qu'est-ce qu'on vous demande? Est-ce que les demandes sont précises, claires, etc. Est-ce qu'elles te semblent efficaces?
Et qu'est-ce que ça provoque au niveau... Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment sur le décrochage scolaire, sur le fait qu'il y a des gens qui veulent pas forcément envoyer les enfants à l'école, qui ont peur, voilà, où tu as des gens qui sont confinés parce qu'ils sont un cas suspect. Parfois même, on parle de classes, voire d'écoles qui ferment. Alors c'est peut-être plutôt dans le primaire pour l'instant dans le département, mais ça pourrait arriver à des niveaux plus... Enfin, à des niveaux des collèges notamment. Qu'est-ce que voilà, comment ça se gère dans l'éducation nationale? Qu'est-ce que tu constates de la gestion de cette crise et quels sont les effets sur l'éducation même des enfants de cette pandémie? Alors, bon, il y a plusieurs points, mais de toute façon, depuis le mois de mars, il n'y a rien eu de géré au niveau de l'éducation nationale. Enfin, on a eu des annonces contradictoires sans arrêt, généralement qui sont passées par voie de presse, c'est-à-dire que notre hiérarchie a été mise, alors notre hiérarchie directe, hein, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les inspections d'académie et les rectorats, ont été mises au courant en même temps que nous et le reste de la population, généralement par les médias. Les consultations avec les partenaires syndicaux et les enseignants n'ont pas été faites du tout et on ne nous a pas entendus. Au niveau des protocoles sanitaires, rien que la semaine dernière, on en a eu 3 différents. En une semaine. En une semaine. Et puis là, ils ont décidé qu'effectivement, enfin, Jean-Michel Blanquer s'adressait encore à la presse hier sur France Info ou France Inter, je sais plus, enfin en disant que du coup, il y avait trop d'écoles et de classes qui fermaient en France et que donc du coup, on allégeait le protocole sanitaire et voilà pour éviter tout ça. Bon, je pense qu'il y a de la crainte de la part des parents et des enseignants et bon, des élèves, je le perçois pas trop, enfin, pas dans mon établissement en tout cas, mais peut-être qu'il y a aussi de la crainte de la part des élèves parce qu'il y a des ordres et des contre-ordres, on nous dit que, enfin là, Blanquer disait hier, bon ben oui, mais alors faut pas aller voir le médecin quand même à tout bout de champ si on a été cas contact pour un élève, ou si on a un peu de fièvre, parce qu'il va y avoir les épidémies saisonnières de rhume, de gastro qui seront impossibles. Alors moi je comprends pas, enfin je veux dire on fait des gestes barrières pour un virus qui normalement est très contagieux et à côté de ça les gamins vont quand même avoir la gastro et la grippe. Enfin pourquoi la gastro et la grippe passeraient si le corona ne passe pas, enfin bref. Donc et puis il n'y a rien qui a été fait au niveau du nombre d'ouvertures de postes. Enfin on a encore des élèves à 30 par classe dans 40 mètres carrés, je veux dire c'est complètement D'accord. ridicule. Là, actuellement, Ouais, en ce moment, il y a des classes où tout à où les fait. élèves sont à Ouais, quasi un par mètre carré, quoi. c'est ça. C'est ça. Il y a pas eu de moyens donnés en plus, il n'y a pas eu d'infrastructure bien sûr prévue. Nos élèves viennent toujours avec des masques fournis par les familles, quand les familles peuvent. Alors si, je crois que le conseil départemental a donné 2 masques par élève ou un truc comme ça, et encore je sais même pas si dans mon établissement ils y ont eu le droit. De toute façon, voilà, enfin moi je vois les élèves avec des masques chirurgicaux fournis par les familles. Là, une fois de plus, hein, l'égalité des chances, c'est rien du tout. Et le décrochage scolaire, effectivement, a existé, bien sûr, mais dans une, dans un département comme l'Indre où on a des zones blanches pas possibles au niveau internet, où parfois il y avait une famille de 4 personnes où les 2 enfants devaient être sur internet toute la journée, plus les Ouais. parents en télétravail, parfois il y a juste un ordinateur ou le téléphone portable d'un des 2 parents pour faire les devoirs, pour envoyer, etc. etc. Donc on ne peut pas compter sur l'informatique pour remplacer l'école, c'est pas vrai, sans compter que à cet âge-là, les enfants, c'est aussi parfois pour eux, les enseignants, c'est les seules figures adultes malheureusement référentes qu'ils peuvent avoir et les seuls points de repère adultes qu'ils ont. Donc voilà, le tout télétravail en ce qui concerne l'éducation, forcément ça n'a pas pu être une solution et bien sûr ça a accentué les inégalités et le taux de déscolarisation. On a des élèves, alors dans le département, je crois qu'on n'a pas été très touché, mais je sais que d'un point de vue national, on a des élèves qu'on n'arrive pas à raccrocher. Et là, il y a eu une phase de confinement, du coup. Mm. Et à l'issue de la phase de confinement, il y a eu une phase un peu bizarre où on ne savait pas si c'était obligatoire ou pas de retourner à l'école. C'était sur la base du volontariat. Enfin, c'était très,
très désorganisé. Et là, normalement, à la rentrée, les élèves étaient censés rentrer tous et revenir à l'école. Est-ce que il y a eu des discussions entre les enseignants et les élèves sur la manière dont ça avait été vécu la période précédente, est-ce qu'ils avaient, je sais pas moi, est-ce qu'ils avaient eu des difficultés justement, est-ce que l'éducation nationale et le ministère en particulier vous a laissé un temps, peut-être avant de commencer à faire vraiment les cours pour savoir où en étaient les gens, enfin voilà, pour ça. Moi je me dis spontanément, tu vois, on a perdu des gens pendant 2 mois, 3 mois, on sait pas trop ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont fait, etc. On a un peu eu des échanges par internet pour continuer à faire cours. Mais je me dis qu'il doit y avoir un temps qui devrait être prévu pour peut-être faire le point où en sont les gens. Est-ce que ça a été prévu? Est-ce que ça ou pas? Non, alors après, au niveau de la reprise du printemps, les enseignants ont pris sur les moments de cours, évidemment, pour reprendre le lien avec les élèves, Donc ça, pour voir comment ça, ça c'est un s'est travail que passé. les enseignants ont fait, eux, Oui, de leur... rien nous a été donné comme consigne, mais Ok, rien ne nous est donné comme consigne. Enfin, il faut quand même savoir qu'au niveau de ce qui arrive du ministère, t'en sais autant que moi, hein. ok, d'accord. Voilà, enfin, je veux dire, on n'a rien eu de plus comme consigne que ce qui a été donné par le biais de BFM en réalité. Donc la communication ministérielle pour les personnels de l'éducation nationale ne se fait que par les médias de masse. Donc non, on n'a rien eu de plus, mais c'est même pire que ça. C'est on sait qu'on a des élèves qui sont retrouvés dans des situations familiales extrêmement compliquées, parfois avec des phénomènes de violence, et puis alors bloqués dans un tout petit appartement, par exemple, en permanence quand il y a des cas de situation de violence familiale. Bon, il faut savoir qu'on n'a pas assez d'infirmières scolaires. Il n'y a pas eu de... Voilà, les infirmières ne peuvent pas recevoir tous les élèves pour savoir effectivement s'il y a eu des problèmes, enfin des sévices physiques ou psychologiques sur les élèves. Euh, dans l'Indre, on n'a même pas de médecin scolaire. Voilà, donc il n'y a eu aucun suivi sur l'impact, mais ne serait-ce que le traumatisme d'avoir été Ouais, confiné. ouais, ouais. Euh, donc l'éducation nationale est complètement laissée à l'abandon et les élèves, ben, on les a récupérés, mine de rien, à 30 par classe, où ils étouffent sous leur masque, parce que c'est ça en fait qui se passe. Hein, voilà, ils sont... Enfin, on les récupère le soir, ils sont bleus, ils sont en manque d'oxygène. Voilà, bon, enfin, après, il y a aussi d'autres problèmes qui remontent à il y a bien plus loin encore. C'est que sur les agents d'entretien, par exemple, qui sont censés donc tenir les locaux propres et désinfectés, ben, le département de l'Inde, par exemple, ne remplace pas les agents qui sont absents pour des raisons diverses et variées, enfin des arrêts maladie, voire des départs en retraite. C'est-à-dire qu'on est en pleine pandémie mondiale et que les locaux ne sont pas nettoyés, en fait. D'accord. Mais parce que ils veulent externaliser le service, il est externalisé ou il En est... fait, c'est la loi de décentralisation. Normalement, les personnes qui faisaient les entretiens dans les établissements scolaires étaient payées par l'éducation nationale, enfin, dépendaient en fait de l'État. Et depuis la loi de décentralisation, en fait, ça a été relégué donc au département pour les collèges et à la Région région pour les lycées. pour les lycées. Mais du coup, ben, il y a des départements qui sont soit moins scrupuleux, moins fortunés aussi parfois, hein, parce qu'il peut y avoir Ah aussi une ouais. question de ça que d'autres. Et résultat des courses, ben, on manque d'agents pour l'entretien de base dans les établissements scolaires, ce qui pose un vrai problème en Dans pleine la pandémie, pandémie, quoi. c'est clair que c'est le cas. Alors, on va entrer dans le vif du sujet programme, travail sur le programme. Moi, j'ai fait une liste de thèmes qui sont, enfin, de propositions qui sont à l'intérieur du programme L'Avenir en commun. Et j'aimerais avoir ton avis dessus pour savoir si ça recoupe des demandes de la FSU, de ton syndicat, si toi, en tant qu'enseignante, enfin, ce que tu en penses, et si il y a des choses qu'il faudrait ajouter, des choses qui vont pas assez loin, des choses qu'il faudrait voilà, ou bon ben soit ça va pas assez loin, soit c'est pas la bonne solution. Voilà, je veux bien savoir ce que tu penses de différentes mesures suivantes. Alors, je vais peut-être toutes les dire et puis après on peut peut-être les refaire avant. Donc, en matière d'éducation, on propose de recruter 60 000 enseignants sur 5 ans, mettre en place un système de pré-recrutement pour favoriser l'accès des milieux populaires au métier d'enseignant, revaloriser le salaire des enseignants, en particulier en primaire,
abroger la loi sur l'école de la confiance, revenir sur la réforme du baccalauréat et garantir un cadre national des programmes et des diplômes, instaurer une nouvelle carte scolaire, le droit à la scolarisation dès 2 ans, la baisse du nombre d'élèves par classe en primaire, le développement des RASED, faire en sorte qu'il y ait plus d'instituteurs que de classes dans les écoles, et un plan gratuité à l'école, notamment pour la cantine, les fournitures scolaires, les activités périscolaires. Et j'en ajoute une qui est l'école qui serait obligatoire jusqu'à 18 ans, que j'avais pas listé, mais j'y pense là. Donc voilà, cette série de mesures, déjà, est-ce qu'il y en a qui te font réagir plus que d'autres? Est-ce que... Bah, il y a pas mal de mesures qui effectivement font partie des revendications syndicales, hein. Enfin, la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, oui, c'est quelque chose qu'on porte depuis des années. La scolarisation des enfants de 2 ans également. Le dispositif plus de maîtres que de classe, la FSU porte aussi depuis des années. Enfin, oui, et le recrutement d'enseignants, ça coule de source parce que là, sur les dernières décennies, on a perdu tellement de postes d'enseignants. Alors, je sais plus, je dirais une bêtise sur les chiffres, mais quand on arrive à 30 élèves par classe en collège et en primaire et à près de 40 élèves par classe en lycée, oui, on imagine bien qu'il y a eu une grosse perte d'enseignants, surtout qu'en plus, bon, voilà, il y a eu quand même le baby-boom de 2000 qui prend, bah oui, qui prend de la place, mais bon, c'est des élèves qu'on ne peut pas sacrifier non plus, hein. Toute une cohorte comme ça fait un peu mal. Après, oui, je vois des choses à ajouter quand même, notamment sur l'enseignement professionnel et la carte en fait des formations professionnelles. Enfin, il faut savoir que le département de l'Indre a perdu énormément de filières en fait pro, donc où les élèves font des choix par défaut. Parcoursup est une catastrophe. La manière maintenant d'affecter les élèves post-troisième est catastrophique également, c'est-à-dire que maintenant les élèves n'ont plus le choix de choisir des options par exemple, ils sont obligés d'aller sur leur lycée de recrutement, enfin où est leur collège. Donc un élève, par exemple un de mes élèves qui aurait envie de faire l'italien, il va se retrouver au lycée de la Châtre, c'est obligatoire, mais Il y a il pourra 40 pas faire. km du coup de... À la Châtre, non, c'est juste à côté de Neuvy, mais Ah, pour Neuvy, par rapport à voilà. Neuvy. Ok. Mais sauf que à la Châtre, il n'y a pas italien. Donc Ok. voilà, et oui, il y a plein de choses, mais ça va très très vite en réalité. Ils essaient de récupérer un maximum de postes, et en fait, ils sont en train de réduire l'éducation nationale à des choses, ouais, enfin, ils essaient de favoriser à tout prix, par exemple, l'apprentissage, voilà, au détriment de la formation professionnelle. Ils essaient de faire ils ont une politique complètement comptable et rentable de l'éducation. Donc c'est vraiment une vitrine en réalité et tout est vidé de sa substance, quoi. Alors après, je me souviens plus quels étaient Il y les avait autres points, mais on en a parlé, mais tu as parlé du gel du point d'indice. ouais. Il y a évidemment la revalorisation Alors des la salaires. revalorisation, oui, mais enfin c'est surtout le dégel du point d'indice. Après, oui, les enseignants du premier degré, effectivement, partent encore de plus loin. Bon, après ça, c'est vrai que c'est aussi historique, mais en réalité, c'est toute la profession qu'il faut revaloriser. Et après, il y a les enseignants, il n'y a pas que les enseignants hein, dans l'éducation nationale. J'ai parlé tout à l'heure des infirmières scolaires. Il y a également les conseillers d'orientation qui, alors j'ai vu aussi que ça faisait partie de l'avenir en commun. Oui, enfin tout ce qui est les lois au niveau des CIO, donc des centres d'information et d'orientation, où en fait tout le service d'orientation français a été complètement mis à mal et bousillé, alors qu'on en a bien besoin. Il y a aussi les AESH, par exemple. C'est quoi AESH? Alors AESH, c'est les personnels précaires qui s'occupent en fait des élèves en situation de handicap. Avant, on les appelait les AVS, maintenant c'est des AESH. Bon, Blanquer a eu une belle vitrine encore en disant qu'il voulait mettre l'accent sur l'éducation voilà, pour les élèves handicapés. Très bien, parfait.
ben oui, qui crée un statut en ces cas-là de ces personnels-là qui sont surexploités, payés à coups de lance-pierre, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas... Pas de formation? Non. Il n'y a plus de formation. Pour s'occuper d'enfants qui Non. sont en situation de handicap, il n'y a pas de formation? Non. Ok. Voilà. Alors qu'effectivement, ce sont des personnes indispensables. Enfin, on le voit. Alors, pour que je comprenne bien, c'est pour faire en sorte que des élèves en situation de handicap puissent être scolarisés dans l'enseignement commun avec les autres Dans élèves et donc l'enseignement général. soient accompagnés pour faire face aux difficultés qui sont propres à leur situation. Oui. Et donc, les gens qui sont censés faire ça, ils n'ont pas de formation pour... Non. Ok. Non. Donc ça, par exemple, ça peut être une mesure à rajouter clairement dans l'avenir en commun. Oui, il faut. Et puis, il leur faut un vrai statut. Alors, pour plein de raisons. Hein, déjà, pour leurs conditions de travail à eux, mais aussi parce que pour l'élève, d'avoir quelqu'un qui a un rayonnement à hauteur de l'enseignant, c'est aussi un gage de confiance pour les parents aussi. Enfin, le statut, c'est pas juste bien pour les personnels, c'est aussi bien pour le rayonnement qu'il peut y avoir et du coup l'importance, l'écoute et la confiance qu'on accorde au personnel qu'on a en face de nous en fait. Bien sûr. Donc oui, il y a nécessité à créer un nouveau corps dans l'éducation nationale, mais voilà, il n'y a pas que la classe, il y a tout le reste. Enfin, le système de surveillance tel qu'il est actuellement, enfin avec les nouveaux surveillants qu'on appelle les AED, c'est pas un système qui est convenable ni au niveau du recrutement, ni au niveau de l'épanouissement, ni au niveau de l'investissement par rapport à un système que j'ai connu moi quand j'étais MISE, donc les surveillants anciens modèles, où on était stagiairisé, où on avait du temps pour faire des études à côté, et où ça créait aussi des vocations pour aller dans l'enseignement, parce qu'on a une crise de recrutement aussi, qui existe, qui est réelle, il y a des fermetures de postes, mais on a aussi beaucoup de jeunes collègues qui démissionnent en réalité. Pourquoi ils démissionnent ? Ils démissionnent parce que les conditions d'entrée dans le métier, du fait des classes surchargées, du fait aussi on nous envoie en mutation sur plusieurs établissements. Alors déjà, on est loin de chez nous, et puis en plus, il y a des services partagés parce qu'il n'y a pas de temps complet. Donc voilà, on se retrouve tout jeune arrivant dans le métier, très loin de chez nous, à devoir payer un loyer alors qu'on commence avec vraiment un salaire de misère, parfois être sur 3 établissements extrêmement éloignés les uns des autres, dans des classes à 30, sans réelle formation, sans réel temps d'échange. Avant, dans les salles des profs, on arrivait à échanger un peu. On est tous aujourd'hui la tête dans le guidon et on n'arrive pas en fait à échanger. Enfin, l'agora qui était la salle des profs n'existe plus et du coup, on se sent extrêmement isolé quand on est jeune collègue. Mais peut-être que toi, tu peux parler de ta situation à toi personnelle au niveau des déplacements des collèges que tu dois couvrir, parce que tu fais toi en termes de déplacement à peu près 60 km aller-retour. Bon, alors moi j'ai commencé... Je veux dire, pour que les gens puissent avoir l'idée aussi de ce que les gens qui regarderont puissent savoir ce que ça représente quoi, en termes de temps perdu, de transport. Oui, bien sûr. Bah, alors après, voilà, moi, ma situation, déjà j'ai eu de la chance effectivement d'avoir eu une validation d'expérience parce que j'avais été surveillante avant. J'ai été stagiaire pas très loin de chez moi sur Clermont. Après j'ai eu une mutation, j'ai eu de la chance d'arriver sur la région centre. Enfin c'était mon 3e vœu, donc ça allait. J'ai eu l'un de derrière, ça allait. Mais mon premier poste, en fait toute l'année j'ai dû faire un remplacement à Bourges et en fait j'avais des missions qui étaient sur un mois. Donc toute l'année j'ai fait Châteauroux-Bourges. Pour ma première année, je me suis retrouvée en lycée. Voilà. Enfin, ça faisait 3 heures de trajet par jour, quoi. 1h30 aller, 1h30 retour. Voilà, et je bossais à plein temps et j'avais des lycéens. Et alors que je maîtrisais pas forcément en plus les programmes, forcément, je débutais. Et puis ben voilà, là on n'a pas. Alors cette année j'ai un temps complet, mais l'année dernière je me suis retrouvée parce qu'il y a eu une diminution de moyens l'an dernier. T'étais sur 2 établissements. J'étais sur 2 établissements, ouais. Alors bon, celui dans lequel je suis depuis 2009 maintenant, mais alors effectivement il est à 30 km, donc ça fait 60 km aller-retour par jour.
Bon, ça reste relativement raisonnable, ça fait une demi-heure. Et moi, Voilà. j'avais souvenir que tu me disais que quand tu avais les deux établissements à Là, par contre, couvrir, c'était beaucoup plus compliqué tu parce faisais que, combien de temps de transport parce que je crois que tu avais dans une même journée des cours sur deux ouais, établissements différents, n'est-ce en pas? fait, j'avais 2 fois par semaine, en tout cas, j'avais effectivement les 2 établissements, donc ça voulait dire que je partais, voilà, pour y être à 8 heures du matin, il fallait que je parte à 7 heures le matin. Pour aller jusque dans le sud du département, donc justement Sainte-Sévère. Après, j'allais jusqu'à Neuvy et après, je remontais le soir. Et Sainte-Sévère, en fait, j'y allais 3 fois par semaine, donc ça faisait 1 heure, voilà, 2 heures, 6 heures sur la route, rien que pour aller à Sainte-Sévère, sans compter le deuxième établissement. C'est ça. Et Ouais. les situations où des profs sont obligés de faire plusieurs établissements comme c'était ton cas l'année dernière, est-ce qu'elles sont fréquentes? Est-ce qu'elles sont rares? De plus en plus. En fait, enfin, il existait la possibilité d'être en sous-service en étant payé à plein salaire. Parce que voilà, il manquait 1 heure ou 2 heures à l'emploi du temps d'un collègue et l'administration, parce qu'au départ, en fait, il était illégal administrativement d'envoyer un collègue sur plusieurs établissements. Ok. Là, la loi a changé très récemment. Donc maintenant, les compléments de service sont devenus légaux. Alors, ce qui est pas mal parce que du coup, ça posait aussi plein de problèmes légaux. Justement, quand on avait un accident, par exemple, de trajet entre 2 établissements, c'était pas reconnu et du coup, c'était pas compté comme accident du travail. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, c'est un peu plus cadré. Cependant, eh bien, on a du coup pas le choix et parfois les distances sont extrêmement éloignées. Alors, nous, dans le département de l'Indre, ça reste pas trop compliqué au niveau des routes parce que c'est souvent des lignes droites, qu'on n'est pas en zone de montagne, mais il faut savoir que rien qu'au niveau du remboursement entre la résidence administrative, c'est-à-dire l'établissement de rattachement, et le deuxième établissement d'exercice, eh bien, l'administration calcule les trajets à vol d'oiseau. Ouais, Alors donc en montagne, c'est imaginons, pas tout à fait la voilà, même. imaginons ne serait-ce que les Alpes-Maritimes, et puis on prend à vol d'oiseau 5 km, et ben en réalité c'est 40 bornes. Voilà, enfin, c'est complètement ridicule, et on est remboursé sur cette base-là. Moi, je connais des jeunes collègues qui allaient travailler au moins les premières années à perte, parce Ok. qu'ils passaient tout en essence ou en loyer. Question, tu as parlé tout à l'heure de une crise des vocations, Mm. sur le fait que les classes sont surchargées, etc. Il y a aussi, je pense, une question de revalorisation des salaires dont on a parlé, que ce soit à l'entrée ou à la sortie. Est-ce qu'il y a déjà, moi je sais pas combien c'est le salaire d'un prof quand il commence et quand il finit sa carrière. Est-ce que toi tu as ce chiffre-là? C'est pas pour te piéger, mais genre est-ce que tu l'as comme ça? C'est moins Et de 1005. ok, Ça doit donc être, tu commences ouais, je dirais 1492, un truc comme ça. Enfin, net, hein. début de Ouais. carrière, autour de 1500 Ouais, euros. il me semble avoir vu ça. Ouais. Ok. Et est-ce que ça te semble une somme suffisante à l'entrée de carrière pour des gens qui ont... Du coup, maintenant c'est bac plus 5, je crois, pour être prof Pour passer le concours. pour passer le Et concours après, il y a 2 ans après le concours. de formation Mm. en classe. Est-ce que ça te semble une somme qui correspond à l'investissement dans lequel tu es quand tu es prof en entrée de carrière ou pas? Est-ce que tu penses qu'il faudrait augmenter les salaires à l'entrée de carrière pour que des gens peut-être se disent ok, ça va pas être la galère d'être prof, ça va pas être compliqué parce que je me dis que faire 5 ans d'études pour entrer à quasi vraiment un tout petit peu plus que le SMIC, c'est pas forcément hyper motivant non plus. C'est pas hyper motivant, non? Et puis, alors il y a effectivement la question du salaire. Moi, je me rappelle d'une camarade de fac qui m'avait dit, et encore, c'était du coup il y a quelques années maintenant, mais qui m'avait dit, elle était issue d'une famille avec des professions libérales, qui disait, ouais, ça va être bien, moi je vais être prof, et puis comme ça, je vais avoir plein de thunes, et puis je vais avoir plein de vacances. À Toussaint, en fait, son année de stage, hein, à Toussaint, elle voulait démissionner À tout ça, c'est-à-dire au bout de 2 mois. au bout de 2 mois. Ouais. Elle m'a appelé une fois en larmes parce que, mais en fait, on passe notre temps à bosser, y compris les vacances. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a même pas de congés payés en réalité. On passe nos week-ends et nos soirées à bosser et on est payé une misère, quoi.
et on a des réunions sans arrêt et en fait on est à la disposition. Bah ouais, c'est ça, mais en fait, si tu pensais juste rouler sur l'or et avoir du temps libre et faire tes 18 heures et terminer, bah non, c'était pas ce métier-là qu'il fallait faire, quoi. Parce que c'est vrai que ce que les gens se disent parfois, c'est que les profs, ils ont donc, tu as dit 18 heures, Mm. qui est le temps de travail prévu, parce qu'on considère que vous avez 1 heure de cours et qu'il y a un équivalent de 1 heure de temps de correction de copie, préparation des cours, Mm, etc., mm. etc. Alors, faut savoir qu'en plus, de plus en plus, vu qu'on a des problèmes de recrutement, c'est plus 18 heures, c'est 20 heures en réalité, parce Ok, qu'on peut nous imposer 2 heures supplémentaires maintenant. ok. Et le temps de travail réel qui correspond aux 18 heures de cours pour une prof comme toi qui du coup commence à avoir voilà ça fait longtemps que tu travailles et tout. J'imagine c'est encore pire pour quelqu'un qui commence à faire prof et qui doit du coup apprendre plein de choses en même temps, savoir comment gérer une classe, ça doit être compliqué j'imagine voilà, à se rentrer dans le métier. Ça correspond à peu près combien de faire 18 heures de cours, ça correspond à peu près combien d'heures de travail par semaine? Est-ce que c'est réellement 35 à la fin et puis ça colle à peu Non, près? pas du tout. Ou t'es à plus que ça, tu Alors, travailles en réalité, le problème de ce métier, c'est que il y a le plus gros du travail, c'est une partie qui est complètement invisible. C'est-à-dire que, en réalité, on est tout le temps. C'est un travail qui est intellectuel, donc on est toujours dans une réflexion sur une élaboration de cours ou sur un suivi d'élèves. Donc, il y a toute une surcharge mentale en permanence. Après, sur du travail effectif, voilà, où soit on gratte du papier, soit on tape à l'ordinateur, soit on fait des photocopies, soit on reçoit des parents. Il y a des périodes où on peut arriver jusqu'à 70 heures Ah ouais, sur une semaine. Ah bah oui, les périodes de conseil de classe, de synthèse, de c'est réunion le par soir. an, ouais, bah oui, 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 c'est le soir, parfois même la nuit. Mais alors, pas les conseils de classe et les réunions par an, mais enfin bon, quand on a fini toutes ces réunions-là, eh ben, on a aussi du travail en rentrant le soir, hein, donc il suffit que la réunion se termine à 10 heures, si on a encore 2 heures de boulot derrière, voilà. Euh, Après, il y a des périodes qui sont un petit peu plus light, mais de toute façon, c'est jamais moins d'une quarantaine d'heures semaine, enfin, le travail enseignant. Et une fois de plus, c'est très inégal selon les temps de trajet, selon la matière aussi, enfin, parce que alors l'investissement au niveau du temps, je pense, est quasiment équivalent. Après, il y a des choses qui sont plus visibles, enfin voilà. On imaginerait peut-être que les enseignants de PS ont moins de travail de recherche à faire, ce qui est complètement faux. Et c'est pareil, il faut arrêter de se mettre dans le crâne que l'enseignement, enfin que le PS c'est du sport, c'est pas du sport, c'est de l'éducation physique et sportive, et on sait pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est tout un travail qui va bien au-delà d'une pratique sportive. Voilà, comme on peut faire en club, il y a toute une interaction et toute une réflexion aussi de travail en équipe, de réflexion sur le corps, et puis c'est en lien avec tout un tas d'autres matières comme la biologie par exemple, ou, etc. etc. Donc oui, enfin, l'idée qui est les enseignants ils font leur travail et puis ensuite c'est terminé au bout de leurs 18 ou 20 heures, et d'ailleurs les enseignants de PS sont à 20 heures effectivement, eux pour le coup, enfin plus les 2 heures donc supplémentaires qu'on peut leur imposer, donc ça ferait 22 22. heures. C'est bien en deçà de ce qui est fait réellement, quoi. D'accord. Après, oui, il est possible de faire moins, et je pense que malheureusement, à force de cette perte de sens dont je parlais tout à l'heure, hein, du métier et de, de la mission, en fait, enfin oui, de perte de sens de la mission d'enseignant et d'éducation, du fait aussi qu'on nous en demande de plus en plus d'un point de vue administratif, du fait aussi qu'on est de moins en moins reconnu par la hiérarchie, hein, enfin, ne serait-ce que ça, où on dialogue avec nous par le biais de BFM, par exemple, ça donne pas envie de faire du zèle, quoi.
Donc, on a des collègues qui étaient plein d'ambition, à vouloir faire plein de projets super. Et en fait, ils sont en train de rétro-pédaler complètement parce que ça coupe les ailes, parce qu'on n'a plus envie, en fait. Et c'est vrai que c'est de voir y compris des jeunes collègues complètement démotivés alors qu'ils viennent d'arriver dans le métier, c'est un peu effrayant quand même, hein. Ouais, j'avoue. Mm. Moi j'ai fait le tour des... Oh là, mais il commence à faire nuit dans la Mais oui, caméra. complètement. J'ai fait le tour des questions que je voulais te poser sur le programme, sur voilà, comment ça se passe d'être prof concrètement. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, des choses que peut-être il faudrait rajouter au programme, voilà, des choses qui te semblent importantes à dire dans le cadre de cette consultation populaire ou Alors pas? moi, de toute façon, voilà, enfin le programme sur les questions éducation, je vais le rééplucher. Oui, je ferai des propositions. Je me suis mise en fait sur. Sur le... Ouais, Tu veux participer dans le je veux l'éducation? participer. Enfin, je veux essayer d'aider Ok. si effectivement il y a possibilité, parce que bon, bah forcément, je suis un peu au fait de l'actualité au niveau de l'éducation. Après, il y a un point de vigilance qu'il va falloir vraiment ne pas négliger et regarder de très très près, c'est ces questions de téléenseignement qui risquent de Ok. favoriser justement l'externalisation de certaines matières et dénaturer totalement justement la mission de l'éducation Ça, publique. c'est ta crainte pour les années à venir, c'est qu'on nous pousse dans ce Mais système-là même et pas pour que... les années, Pour maintenant. pour les semaines qui arrivent en fait. Ah, d'accord, Enfin carrément. moi, il a été déposé, alors pour l'instant ça n'a pas fait débat, mais une proposition de projet de loi sur la généralisation de l'éducation par une députée corrézienne qui aimerait bien, et on voit, enfin on craint réellement, oui, que certaines matières soient externalisées, c'est-à-dire forcément, c'est très facile de récupérer des postes. Si au lieu d'avoir un prof pour 30 élèves, on met un prof pour certaines matières, pourquoi pas Pour l'art 20 classes. plastique ou voilà, devant 5000 élèves, hein, avec une webcam et un ordinateur, on peut tout à fait faire ça. Et d'ailleurs, les évaluations qui ont été proposées là en début d'année, donc en CM2, 6e, seconde et je ne sais plus quelle classe, donc les évaluations de rentrée, il y a eu un questionnaire qui, sans concertation aucune pour les enseignants et les syndicats en fait, qui interroge carrément les élèves sur la manière dont ils ont vécu l'enseignement à distance pendant le confinement. Et même, il y a eu un flicage carrément pour savoir si leurs enseignants avaient bien été bien au taquet pour répondre, avaient bien rendu les corrigés, avaient bien, enfin, Donc répondaient présent. c'est les élèves qui notent les profs en Ouais, quelque il y a sorte. ça, mais il y a aussi derrière, bon, est-ce que ça vous convient comme manière de procéder? Et si les Si oui, réponses, est-ce qu'on pourrait pas supprimer c'est ça, c'est ça. Parce que effectivement, je pense que pour certains élèves, rester à la maison, c'est hyper confortable. Enfin, il y en a qui l'ont effectivement vécu comme comme quelque des chose mois de de chouette? vacances, voilà, où c'est Après, confortable. il y a quand même... Enfin, je veux dire, indépendamment même de... Mais ce qui euh, doit y compris questionner sur pourquoi les élèves sont préfère mieux être... bloqués chez eux, à pas voir les Certains, c'est ce copains que tu... que... Voilà, mais c'est Oui, ce que j'allais ben dire, c'est ouais. que dans les questions que ça évoque aussi, il n'y a pas seulement la relation aux enseignants, Mm, enfin entre les élèves et les enseignants, c'est que le collège, l'école, le lycée, c'est des lieux de socialisation, y compris entre gens du même âge. mm. Et donc tu as quelque chose qui passe par, en réalité, pas tant par les temps de classe eux-mêmes que par les temps de récréation et les temps de vie collective des élèves qui, à mon sens, font aussi partie de ce qu'est l'éducation nationale, au sens où tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on forme des citoyens ou est-ce qu'on forme des gens qui doivent travailler? Ces temps-là, ils ont aussi du sens dans la formation des citoyens, parce que c'est des moments où tu vas causer avec tes potes de, je sais pas quoi, le dernier truc culturel qui t'intéresse, de la musique, du cinéma, de l'art, du cours que tu viens d'avoir d'histoire, tiens, ça t'évoque une question, et c'est dans des moments comme ça, je pense, que tu aussi te formes à être un citoyen et à être quelqu'un qui vit en société avec les autres, qui sait, qui apprend des limites vis-à-vis de ton comportement par rapport aux autres. Et je crois que ça, pour le coup, si, ok, d'accord,
on pourra imaginer toutes les situations où on se passe de plein d'enseignants pour faire des cours en classe, mais cette matérialité-là de la relation que tu as avec l'enseignant dans la classe, plus de celle que tu as Avec tes pairs. avec tes pairs, voilà, avec tes potes, quoi. Tes pairs et c'est des potes en l'occurrence. Ben, elle ne peut pas passer par ça. Enfin, en tout cas, moi, je pense, je sais pas ce que toi Oui, t'en mais penses, mais ça a l'air de démontre pas bien passer de... enfin, je pense réellement que l'établissement scolaire, voilà, pour toutes les raisons enfin, que j'ai dites avant, a, a une sorte de climat un peu pesant aussi et une certaine morosité, mais parce que les personnels ont peut-être moins d'entrain qu'à une période et peut-être qu'aussi les élèves, du coup, le ressentent, quoi. Et je pense qu'en plus, on leur demande trop. Alors, bon, ça, c'est un point de vue qui me reste assez personnel, mais moi, le tout évaluation sans arrêt, euh, je trouve que. Enfin, moi, je le constate dans mes classes. Le moment de l'année le plus agréable pour les élèves et le moment où je trouve ils participent le plus et sont le moins bloqués, c'est avant la première évaluation. Dès la première évaluation passée, c'est terminé. Et enfin, il faut vraiment aller les chercher pour qu'ils participent, alors qu'en début d'année, avant que la première évaluation ait lieu, ils sont beaucoup plus enthousiastes en fait. Et je pense qu'il faut re-questionner aussi cette question d'évaluation qui pour moi est du même ressort qu'une évaluation voilà, sur une performance d'entreprise où il y en a marre du tout évaluation. En fait, y a eu un essai qui s'appelait, alors je sais plus qui était la personne qui avait écrit ça, mais qui s'appelait L'appel des appels, où il y avait tout un chapitre justement. Alors l'appel des appels, c'était sur les services publics, hein, et il y avait tout un chapitre sur la question de l'évaluation dans les services publics et le fait que l'évaluation tue les services publics. Mais je pense que l'évaluation fait plus que ça, elle dénature les missions de service public, elle dénature y compris bah voilà, toutes les initiatives qui peuvent être prises, parce que ça veut dire que on n'essaie plus de peur de se tromper et du coup Et d'avoir une d'avoir une mauvaise mauvaise note. note. Ok. Voilà. Bon, bah, ça me semble un bon mot de la fin. Donc, merci de t'être prêté à cet exercice de la consultation populaire. Et puis, bah, ma foi, merci. Bah, merci à toi.